Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Elisa Dufaux. pour le courrier des auditeurs de ce samedi, pour bien évidemment répondre à vos questions, mais avant cela, le rappel des concours s'impose. Oui, on a un concours d'abord pour le mois d'août. Oui, alors la question du mois d'août, c'est celle qui vous reste encore pour une semaine de participation, et on veut savoir, enfin c'est lié au pont Eiffel. Et c'est aussi lié d'ailleurs à une question qui nous est posée dont on aura quelques réponses à vous apporter dans le courrier. Donc les ponts Eiffel oubliés de Taïwan, c'est le titre d'un documentaire qui a été réalisé par un réalisateur français et une productrice taïwanaise. On vous demande de citer 4 pays concernés par cette histoire, sachant que les réponses sont dans ce documentaire et dans les interviews, reportages que RTI a fait à ce sujet. Alors il y a 4 gagnants pour ce concours du mois d'août qui peuvent remporter chacun un pendentif en nœud chinois. Et puis il y a aussi un autre concours, bien sûr. Oui, puisque... le concours trimestriel. Voilà. Alors je vais vous le rappeler. Oui. C'est le concours pour les mois de juillet, août et septembre. Il faut nous lister 3 événements culturels en Europe auxquels Taïwan participe cet été, j'imagine. Voilà, cet été ou même tout au long de l'année. Enfin, je pense D'accord. que toutes les bonnes réponses seront sélectionnées par Maëva qui s'occupe du traitement des courriers que nous recevons. Et il y a 5 gagnants pour ce concours qui pourront remporter un Transat porte-smartphone. Voilà, un Transat porte-smartphone, c'est bien ça. C'est un peu une chaise longue pour les téléphones portables, quoi. Alors, donc ça c'est pour les concours actuels de la radio. Et juste avant de répondre à vos questions, on a une petite annonce à faire. C'est le rappel bien sûr de la diffusion en ondes courtes depuis Tamsue, direct tout le mois d'août. Les vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. N'hésitez pas à participer, toutes les modalités d'écoute sont sur les annonces des fréquences sur notre site internet, pour le rappel. Et surtout qu'il y a une carte QSL spéciale à remporter qui vient de sortir de l'imprimeur, ça y est. Alors on vous encourage à nous adresser vos rapports d'écoute sur cette diffusion directe depuis Tamsue vers l'Europe et le nord de l'Afrique. Sachant que cette carte QSL, à quoi ressemble-t-elle? C'est joli, n'est-ce pas? Très mignonne. Voilà, donc c'est une photo qui a une vue sur le fameux grand pont Tam Tiang qui est en cours de construction. Et si vous ouvrez bien vos yeux à l'arrière, vous verrez les antennes en fond d'image, il y a les antennes du centre de transmission de Tamsue. Elles ont l'air tout mini rikiki avec la vue de ce pont majestueux en construction. On ne vous en dit pas plus, mais c'est à découvrir dans votre boîte à lettres en fonction des rapports d'écoute que vous nous enverrez, bien sûr. Voilà. Soyez nombreux à participer. Et on en profite pour saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit, que ce soit des rapports d'écoute ou alors des retours d'émissions. Oui, On est toujours cartes content postales de vacances. recevoir vos courriers, exactement. Alors on a par exemple eu des courriers de Misayo Tanaka qui nous écrit du Royaume-Uni, Oui. ou encore de Kwon Dae-gun qui nous écrit de Gyeonggi en Corée du Sud. On remercie également Pierre Maréchal qui nous écrit de France et dont les rapports d'écoute nous ont été transmis par le biais de Maggie Roy, que l'on salue également. Oui. Il y a également Daniel Villon en France, ou encore John Zachary Alvarez aux Philippines, et Fabio Savini qui nous écrit d'Italie et qui nous a envoyé des rapports d'écoute très détaillés. Nous avons également Mohamed Akil Bachir de la ville de Chang, ainsi que Monsieur Reyanche dans le Bihar en Inde. On a aussi Petra Kugler qui nous écrit d'Ottenau en Allemagne, Nissa Fadri qui nous écrit de Tunisie, dans la ville de Sfax, Paul Jamet en France, ou encore Bernard Grandin sur l'île de la Réunion. Ah oui. On remercie également Med Amin Bari qui nous écrit aussi de Sfax en Tunisie, ainsi qu'Imen Bari et Nesrine Bari, tout encore en Tunisie. On a bien sûr Nagmou Chinoiri qui nous écrit souvent d'Algérie, Philippe Marsan, Bern Seisser Otono qui nous écrit d'Allemagne, oui. Et Shivendu Paul qui nous écrit du Bengale occidental à Mourshidabad. Ouais, c'est un tour du monde des auditeurs qui nous écoutent, hein. Oui, oui. Et enfin, on a Maggie Roy et Horst Sersowski qui nous écrit de Sangerhausen en Allemagne et qui est très content que nos émissions de RTI soient diffusées depuis Tamsue sur les ondes courtes, et il a écouté les émissions en allemand puis en français. Voilà, donc les 2 cartes QSL lui sont réservées, celle du service allemand et celle du service français pour l'écoute directe de Tamsue, justement. Et elle est trop belle, celle exemple. du service allemand.
Et voilà, là, ce sont deux approches très différentes en effet. Voilà, donc on vous invite à participer aux 2 écoutes. Alors, service allemand, c'est déjà fini, mais service français, il y a encore jusqu'à la fin du mois d'août. Hein. Alors, on va répondre aux questions de nos auditeurs. Oui, alors on a un premier courrier de Siddhartha Bhattacharjee qui nous demandait si on célébrait à Taïwan la journée mondiale contre le travail des enfants, qui est le 12 juin, donc c'est un petit peu passé de date, on est désolé, mais oui. Avec toutes les questions qu'on a eues, on n'a pas eu trop le temps de tout traiter. Eh oui. Alors, pour rappel, la journée mondiale contre le travail des enfants, c'est une journée qui a été proclamée en 2002 par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, pour combattre le travail des enfants, mais aussi de manière plus large pour construire un monde dans lequel chaque enfant peut vivre une enfance normale, être en bonne santé, aller à l'école, sans oublier les parents qui eux aussi doivent pouvoir disposer d'un travail décent. Enfin tout ça, la lutte contre le travail des enfants, c'est aussi soutenir les parents, soutenir le village, enfin soutenir tout un système qui fait en sorte que les enfants n'ont pas besoin de travailler. Et donc la proclamation de cette journée avait aussi pour objectif de renforcer le mouvement mondial contre le travail des enfants, qui peut déjà se réjouir de certains succès, comme le nombre croissant de pays qui ont ratifié la Convention 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes du travail des enfants, mais aussi la Convention 138 sur l'âge minimum. D'accord. Alors, selon l'organisation, il y a dans le monde 160 millions d'enfants qui sont victimes du travail des enfants. Forcé comme ça. Voilà, c'est pas forcément du travail forcé, mais oui. Voilà. Toutes les tâches effectuées par des enfants ne sont pas d'ailleurs considérées comme du travail forcé. Il y a des normes internationales qui définissent le travail des enfants. Ça peut être comme un travail dangereux pour la santé et le développement de l'enfant, qui exige trop d'heures de travail ou qui est effectué par des enfants trop jeunes. Et généralement, c'est aussi un travail qui interfère avec le droit de l'enfant à l'éducation et au jeu. Oui. Pour ce qui est de Taïwan, il n'y a pas vraiment de... Alors, il y a eu du travail des enfants dans le passé, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même situation socio-économique. Et Taïwan n'a pas vraiment d'action pour lutter contre le travail des enfants. Et c'est pas parce que Taïwan n'est pas tenu de fêter cette journée, n'étant pas membre de l'ONU, bien sûr. Oui. Non, c'est parce que la situation fait qu'à Taïwan, ils sont assez préservés, c'est ça ? Voilà. Et il y a quand même donc une législation, un âge minimum pour travailler qui est de 15 ans à Taïwan, avec une exception pour les enfants plus jeunes, enfin de moins de 15 ans, si ils ont fini le collège. Et si les autorités estiment que leur travail ne va pas nuire à leur santé mentale ou physique. D'accord. Ensuite, il y a aussi une restriction pour les enfants qui sont moins de 18 ans. Ils ne sont pas autorisés à faire un travail où il faut porter des choses lourdes ou alors un travail dangereux. Trop physique ou trop dangereux. Voilà. Il y a aussi un nombre d'heures qui est limité à 8 heures par jour, avec l'interdiction de travailler de nuit. D'accord. Et de faire des heures supplémentaires. Du coup, ça veut dire que dès 15 ans, on peut avoir un travail à temps plein ? Oui, tout à fait. Oui, donc ça, c'est la situation pour le travail des mineurs, des enfants mineurs de plus de 15 ans à Taïwan, mais ils sont très peu dans ce cas, en fait, à aller au travail, quoi. Oui, quand même. Dans la majeure partie des cas, c'est à la limite un petit travail étudiant ou complémentaire pour certains. Mais c'est assez rare. C'est assez rare, surtout à cet âge-là. C'est souvent quand on est étudiant qu'on commence à chercher ce genre de travail, quoi. Oui. Voilà. Eh bien, merci à Siddhartha Bhattacharjee pour sa question. Oui, et pour les rapports d'écoute réguliers que nous recevons. Oui. Alors, nous avons aussi une autre question qui porte sur le système de santé. C'est un peu lié, mais c'est pas la santé mentale des enfants qui pourraient trop travailler. Cette question nous vient de Nagmouchi Nouari, qu'on a salué tout à l'heure, qui nous écoute depuis l'Algérie et qui voulait savoir l'accès aux soins de santé à Taïwan et en général les soins de santé publique. C'est une vaste question en fait, mais on peut dire que en fait, c'est une question aussi d'actualité puisque cette année, Taïwan célèbre les 30 ans de son système d'assurance maladie. Donc la couverture santé universelle a été longue à mettre en place. C'est 1995 seulement
qu'elle est lancée à Taïwan, mais ça fait 30 ans que ça marche. Alors il y a eu des améliorations de ce système et Taïwan peut être fier d'être parmi des pays qui ont réussi à mettre un système de couverture santé qui couvre la quasi-totalité de ses citoyens. On est à 99,6% de couverture santé d'après les chiffres du ministère de la Santé à Taïwan aujourd'hui. Avant cette couverture santé, à peine 40% des Taïwanais salariés avaient un système de couverture, mais qui était privé, genre assurance complémentaire. Voilà, donc ça c'est déjà un accès à la santé qui a été largement développé. Et Taïwan est d'ailleurs réputé pour être un des meilleurs systèmes santé en Asie, que ce soit pour l'accès aux soins médicaux hospitaliers, s'il y a besoin d'être hospitalisé, ou même simplement de consultation médicale. C'est efficace, rapide, abordable et accessible si on reprend les 4 termes les plus cités quand on parle des soins de santé à Taïwan. Donc c'est un système universel qui est financé par les cotisations des salariés, donc employeurs ou indépendants, des subventions du gouvernement, pour la plus grande part d'ailleurs, et puis certaines primes ajustées aux revenus. Ça permet donc, on le disait, un accès direct aux médecins généralistes, mais aussi spécialistes, contrairement à, par exemple, la plupart de l'approche médicale en France, où il faut d'abord consulter un médecin généraliste qui va nous aiguiller vers les différents spécialistes en fonction de ce qu'on a besoin. À Taïwan, le même jour, vous pouvez, du jour au lendemain ou le jour même d'ailleurs, prendre assez facilement rendez-vous chez un dentiste, un ophtalmo et puis un spécialiste des poumons par exemple. Ça c'est assez facile à ce niveau-là, le temps d'attente est très court, mais et l'accès aux soins est aussi assez... C'est quand même courant d'attendre toute l'après-midi. Oui, et toute la matinée. Quand je dis rapide, c'est rapide dans le sens, c'est pas 6 mois pour prendre rendez-vous. Tu n'as pas besoin d'attendre de longs mois ou de longues semaines pour prendre rendez-vous. Après, une fois qu'on est sur place, c'est sûr, il faut prendre son mal en patience et attendre son tour ou son numéro. Et une consultation générale, pour répondre à la deuxième partie de la question de Nagmushinouari, est assez accessible en termes pécuniaires, puisque ça coûte entre 150 et 300 $ taïwanais en fonction du type de spécialité consultée et de l'établissement, qu'il soit public ou privé. C'est l'équivalent de 5 à 9 euros. Oh, souvent là, c'est la plus moyenne. Là, ouais. Ça peut être plus, ça dépend des consultations ou des examens demandés. Et ça n'excède que rarement, en tout cas, hors hospitalisation, bien sûr, l'équivalent de 14-15 euros. Mm-hmm. Quant aux médicaments et traitements, là, c'est pareil, c'est assez accessible et assez... la plupart des médicaments qui sont de toute façon donnés sur ordonnance sont couverts par le système d'assurance maladie taïwanais. Par rapport aux prescriptions que nous avons, qui sont délivrées sur place. Et souvent, vous avez une pharmacie qui est adjacente au cabinet médical ou à la clinique, qui fait que ils sont partenaires et vous avez vos médicaments tout de suite, en fait, sans devoir courir partout et sans devoir aussi attendre longtemps. Et les frais de médicaments, là encore, c'est dérisoire par rapport à d'autres pays. Souvent, il suffit de rajouter quelques dizaines de dollars pour les médicaments génériques. Et une dizaine de dollars taïwanais, voire 30, ça fait 1 euro, quoi. Pour 1 ou 2 euros de plus, vous avez vos médicaments. Après, si c'est des traitements plus spécifiques ou dans le système hospitalier parce que vous êtes hospitalisé, là, c'est différent, bien sûr. Mais les hôpitaux sont bien équipés, on a des soins de haute qualité, que Taïwan n'a rien à envier aux autres pays développés. Et qu'on soit taïwanais ou étranger, puisque si vous êtes étranger résident à Taïwan, eh bien, on cotise aussi à l'assurance santé, on est même obligé d'avoir une assurance santé. Donc si on ne garde pas notre assurance santé du pays étranger dans lequel on est, il faut cotiser à celle taïwanaise, soit dès que vous avez un emploi, soit au bout de 6 mois de résidence. Et comme on le disait, la spécificité de ce système, là encore, c'est la rapidité des prises de rendez-vous et un accès direct aux différents spécialistes. Il y a aussi des cliniques mobiles qui sont envoyées régulièrement par les hôpitaux publics. L'accès à la santé, c'est pas que vous qui allez chez le médecin, mais c'est le médecin qui va à vous si vous êtes dans des zones reculées, des villages montagneux, notamment dans les montagnes aborigènes à l'est de Taïwan. Et se relaie régulièrement pour les villages isolés ou même les îles périphériques, ce qu'on appelle aujourd'hui les cliniques ambulantes ou mobiles. Il y a aussi des incitations de plus en plus développées
pour les jeunes médecins à exercer en dehors des grandes villes, donc en zone rurale en fait, avec une aide financière, une prime, un logement de fonction, et puis sous mode de mission en zone rurale pour tant d'années. Après, ils peuvent revenir ailleurs et trouver aussi facilement un poste comme service ou comme incitation en fait à aller d'abord se déployer plus loin là où les gens ont besoin. Il y a ce qu'on appelle des cliniques communautaires qui sont directement gérées par le ministère de la Santé dans chaque commune rurale et qui offrent là encore des soins de première ligne et qui généralement envoient même des spécialistes régulièrement sur place pour aider les gens à accéder aux soins sans se dire vous n'êtes pas dans une grande ville, tant pis pour vous quoi. Donc ça, c'est de plus en plus qu'on développe ça, mais le défi des soins de santé quand on parle de la santé publique à Taïwan, c'est celui des soins longue durée et de la population qui est non plus super vieillissante mais déjà super âgée à Taïwan. Donc de plus en plus de demandes, le vieillissement est très marqué, que ce soit dans les populations rurales ou urbaines. Ça renforce le besoin de soins continus, ça renforce les pénuries de main-d'œuvre aussi bien du côté des infirmiers, des aides-soignants, qui est déjà très palpable, même dans les villes à Taïwan, que pour les services de soins à domicile et puis des accompagnants. Et quand on parle d'un service bien développé, on peut se poser la question à juste titre, et il va y avoir un trou dans la sécu du coup, à ce rythme-là à Taïwan. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui était dit au début du lancement de ce système d'assurance santé, puisque les coûts sont quand même très faibles. On le disait, c'est quoi, entre 5 et 10 euros une consultation, tout est pris par la subvention du gouvernement, par les cotisations qui sont assez faibles aussi. Comment durablement ça peut marcher ? Eh bien, cette question-là, Taïwan a réussi à développer un modèle qui fait qu'aujourd'hui, les dépenses de la santé, qui représentaient 4,7% du PIB avant la réforme, ne représentent que 7,1% du PIB aujourd'hui. Il n'y a pas eu l'explosion qu'on redoutait en fait avec la mise en place de cette assurance santé universelle. Par comparaison, on est à plus de 15% du PIB aux États-Unis par exemple. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'il y a une bonne maîtrise des coûts de l'assurance santé à Taïwan. Ça s'explique du fait que les coûts administratifs sont très faibles. Ça s'explique aussi parce que... ça cache aussi des salaires très faibles et des heures de travail incroyablement longues pour les médecins, pour les infirmiers. Oui. Même si ça change un peu dans le bon sens, ça reste encore difficile, mais il n'y a pas de gaspillage administratif. Il n'y a pas non plus... par exemple, le système il est entièrement électronique et depuis de longues années. Du coup, chaque citoyen arrive avec sa carte de sécu et le système étant généralisé, on ressort pas avec plein de papiers de consultation, d'ordonnances, de prescriptions. C'est assez limité à ce niveau-là. Du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler une smart card, en fait, une carte intelligente de la santé à Taïwan. C'est simple, c'est transparent, c'est centralisé, c'est rapide et mine de rien, en termes de coûts, c'est plusieurs millions de dollars taïwanais économisés chaque année, d'après l'estimation du ministère de la Santé. Autre caractéristique du modèle taïwanais, c'est bien sûr cette logique de concurrence entre les services de soins, mais de manière saine, avec des prix fixés par le gouvernement, et ça oblige finalement les cliniques ou les secteurs privés à suivre cette compétition, j'allais dire saine, de la santé par rapport au système public. Et ça permet de garder des prix relativement faibles et du coup de garder cette bonne santé finalement de la couverture maladie. Mais voilà, il faut quand même rappeler que c'est souvent des médecins qui voient 200 personnes par jour dans les hôpitaux. Hein. Tout à fait. Donc Donc ça c'est sûr, c'est énorme. Mais... Honnêtement, c'est presque invivable pour les... Oui, et il y a pour quelque les travailleurs chose... de la santé. Quoi. C'est vrai. Et il y a des consultations du coup en 5 minutes, donc il y a aussi pas mal de problèmes. Oui, et c'est pour ça que le ministère veut lutter dans un autre domaine, c'est des soins de santé accessibles et peu chers, c'est bien, mais ne pas aller consulter pour un rien, c'est aussi autre chose. Et c'est vrai que y a beaucoup de Taïwanais qui vont consulter juste quand la gorge commence à racler, par exemple, en disant « Oh, j'ai un rhume, c'est la fin du monde ». Enfin, j'exagère un peu, mais il y a des consultations qui pourraient ne pas avoir lieu. Donc, le gouvernement souhaite équilibrer ce rapport-là. Voilà.
Y arrivera-t-il? C'est une autre question. Mais je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce système des soins publics de santé. Merci à Nagmouchi Noari pour sa question et puis pour les rapports d'écoute reçus cette semaine. Oui, merci à lui. Et on a également un courrier de Maggie Roy qui réagissait aux émissions évoquant Jane Goodall de Sasa et qui demandait, puisqu'elle a été lauréate du prix Tang à Taïwan, elle demandait si on pouvait nous expliquer un petit peu ce qu'est le prix Tang. Oui. Alors, c'est une récompense qui a été créée en 2012 par l'entrepreneur taïwanais Samuel Yin, qui encourage les recherches dans 4 domaines, le développement durable, la biopharmacie, la sinologie et l'état de droit, avec un prix de 40 millions de dollars taïwanais, donc environ 1,13 million d'euros, et aussi une bourse de recherche de 10 millions de dollars à utiliser au cours des 5 années suivant l'attribution du prix. Oui, c'est ce qu'on appelle les prix Nobel asiatiques dans le jargon. Voilà, si on veut. Et donc, c'est un prix qui n'est pas attribué tous les ans, mais la dernière fois qu'il a été attribué, c'était en 2024, avec 4 lauréats. Alors, le lauréat en biopharmacie, en fait, c'était 3 lauréats. C'est un prix qui a été attribué conjointement à 3 chercheurs pour leur découverte du GLP-1, l'une des formes biologiquement actives du glucagon-like peptide 1. Ouh là là, je suis désolée, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Aussi. En fait, ils ont été récompensés pour leur recherche sur le traitement du diabète et l'obésité, et pour des travaux qui illustrent, selon le jury, la traduction d'une recherche fondamentale révolutionnaire en succès pharmaceutique ayant des impacts majeurs sur la santé humaine. D'accord. Et en sinologie, le prix Tang 2024 a été attribué à l'historien taïwano-américain Xu Zhuoyun, qui est un académicien aux Unis aux droits de l'homme, Mary Robinson, qui a eu le prix, puisqu'elle préside actuellement le groupe des Elders, qui a été créé par Nelson Mandela pour promouvoir la paix et les droits humains dans le monde. D'accord. Et donc, elle a été récompensée pour son plaidoyer en faveur des plus défavorisés dans différents domaines, notamment dans l'égalité des sexes, la réduction de la pauvreté, les droits de l'homme et la justice climatique. Et enfin, le dernier prix, c'est celui en matière de développement durable, qui a été attribué à Omar Yaghi, professeur de chimie à l'Université de Californie à Berkeley, pour ses découvertes qui ont permis d'accéder à des outils essentiels pour lutter contre la crise climatique. Alors, ces travaux ont été considérés par le prix comme des travaux pionniers sur les structures moléculaires ultraporeuses qui peuvent être utilisées pour la capture du carbone, pour le stockage de l'hydrogène et du méthane, ainsi que pour la capture de l'eau dans l'air du désert. D'accord. Ce que je trouve intéressant dans la formule de ces prix Tang, c'est que le prix qui est attribué aux lauréats, c'est pour les encourager à le réinvestir en quelque sorte dans la recherche tout à fait. Pour continuer de développer. Et souvent, lors de la remise des prix, il y a tout un forum et toute une conférence d'1 semaine à Taïwan pour les mettre en lien aussi avec les chercheurs taïwanais. Alors depuis 2012, la fondation a été créée, tu disais, et depuis 2014 et les premiers prix décernés, on note une Française parmi les lauréats. C'est une lauréate, une biologiste, pour une recherche c'était en duo qu'elle avait été primée aussi. Et elle avait été interviewée à l'époque par Tiphaine à l'antenne. Et il y a aussi Louise Arbour, la Canadienne célèbre pour être la première procureure en chef du tribunal pénal international, à l'époque pour l'ex-Yougoslavie. Puis elle a travaillé aussi pour le tribunal international, pareil en fait, le tribunal pénal international pour le Rwanda plus tard. Voilà donc pour les prix Tang en général, avec quelques lauréats. Merci à Maggie Roy pour sa question. Et elle demandait également, après avoir vu le documentaire sur les ponts Eiffel arrivés à Taïwan, si ces ponts, qui sont situés dans le parc de Taroko, ont été touchés par le séisme de 2024 dans le parc national de Taroko, et si le circuit dans le parc a rouvert. Alors, pour rappel, c'était le tremblement de terre du 3 avril 2024 qui a provoqué beaucoup de chutes de pierres, de glissements de terrain. Il y a eu 18 morts, si je me souviens bien. Des glissements de terrain dans 1942 endroits, de avril à fin juin seulement. Il y a eu aussi 1605 répliques en 3 mois. Ça a été énorme. Donc c'était vraiment un tremblement de terre assez catastrophique. Et il y a beaucoup d'endroits... en fait, c'était un site touristique majeur pour Hualien. Il y avait 4 millions de personnes qui visitaient le parc chaque année. C'était la première attraction touristique de Hualien pendant 10 années consécutives, avant le tremblement de terre. Et beaucoup de sentiers
qui étaient très visités ont été fermés. Par exemple, le sentier de Chakadan, qui était le plus visité, je pense, du parc. Il y a 6 personnes qui sont mortes dans ce sentier. Et les portes du pont de Chakadan ont été écrasées, sont tombées dans la rivière après des chutes de pierre. Il y a aussi le sentier de la grotte aux hirondelles qui a souffert d'un grand glissement de terrain. Et il y a d'énormes chutes de pierre et le paysage est totalement dévisagé, dévasté. Et le Commonwealth Magazine estime que toute la terre et les débris qui sont tombés pendant et après ce tremblement de terre pourraient remplir 2700 tours Taipei 101. Ah ouais, c'est énorme. C'est incroyable de se dire ça. Ouais, sachant que les spécialistes disent qu'il faudra 10 ans pour que ça retrouve son aspect d'avant. Voilà, donc la route numéro 8 qui traverse en fait la montagne en partant de Xincheng qui traverse jusqu'à Huangshan en fait. Cette route-là, elle a été bloquée, mais maintenant elle est de nouveau praticable, mais avec des aménagements horaires. Donc il y a des sortes des contrôles routiers et les bus ne sont pas encore autorisés à la traverser. Donc on peut y aller en voiture, en moto, en vélo si on veut. Mais accès restreint. Voilà, et il faut quand même garder à l'esprit que c'est quand même dangereux, puisqu'il peut toujours avoir des chutes de pierre. C'est un terrain qui reste assez instable, donc il faut éviter d'y aller pendant les pluies ou après des pluies, pendant les typhons. Et les bus qui relient Hualien ou Xincheng à Taroko ne circulent plus, encore aujourd'hui. Et pas mal de lieux sont encore fermés parce qu'en fait il y a eu notamment les tremblements de terre, mais il y a aussi eu des typhons, le typhon Gaimi, le typhon Kongrei en octobre et début de novembre 2024. Et là encore il y a la saison des typhons qui n'est pas terminée. Donc par exemple aujourd'hui il n'y a que l'entrée de Taroko, la fameuse arche, le parc des visiteurs, qui ne présente pas un grand intérêt honnêtement. Il y a quoi d'autre qui est ouvert? Il y a l'hôtel Silk's Place. Et c'est tout en fait. D'accord. Donc tout le reste est fermé. Le sentier de Chakadan, le temple du printemps éternel qui est fermé, on peut le voir à distance. Le fameux petit temple avec la petite cascade. Donc tout le reste est fermé. Le Yanzekro, la grotte des hirondelles. Le vieux sentier de Juelu, qui était vraiment à flanc de montagne, qui était un sentier très très étroit. Là, il est fermé pour plusieurs années et c'est même possible qu'il ne soit jamais rouvert. Et il y a aussi certains sentiers qui vont rouvrir normalement à la fin de cette année. Par exemple, le tunnel des 9 tournants. D'accord. Et aussi une terrasse et un pont de suspension, la terrasse de Bulowan. Un pont suspendu. Voilà, et le temple dont je vous parlais pourrait aussi rouvrir à la fin de cette année, mais voilà, c'est pas encore sûr, et il y a pas mal de sentiers qui vont prendre en fait des années pour ouvrir. On a entendu quelques semaines après le tremblement de terre qu'il y avait des sentiers qui étaient déjà rouverts et qui pourraient rouvrir dans à peine quelques mois, mais en fait, il s'agit de sentiers qui sont dans Huangshan, parce qu'en fait, Huangshan fait partie du parc national de Taroko. Mais en fait, c'est vraiment... c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est au plein milieu de la montagne. Et en fait, c'est à des kilomètres des gorges de Taroko. C'est pas dans les gorges de Taroko. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu cet effet d'annonce. Mais je pense que même nous, on a été un peu victimes de cet effet d'annonce. Bah oui, c'est vrai, on peut dire que j'avais pas vraiment réalisé qu'effectivement... C'était pas vraiment dans les gorges de Taroko, mais effectivement, c'est dans le parc national de Taroko. D'accord. Voilà. Et donc, les ponts Eiffel, on sait que des ponts ont été impactés, ont été abîmés, voire détruits, mais le parc n'a pas précisé si les ponts Eiffel faisaient partie de ces ponts-là. Voilà. De ce que le réalisateur disait à l'avant-première de ce film, c'est qu'il n'avait pas bougé. Le lancement de la première, c'était début juillet. Là, les ponts apparemment n'avaient pas bougé. Dans quel état ils étaient? Bon, certains n'étaient déjà plus praticables, ils étaient gardés à côté comme vestiges à conserver. Donc ceux-là, peut-être qu'ils auront besoin d'être renforcés. Les 2 qui étaient praticables, la question c'est est-ce qu'ils le sont encore? Quand on dit que ça n'a pas bougé, ça veut dire que ça n'a pas été détruit, mais après,
dans quelles conditions ils seront réutilisés en fonction de la réouverture de la route 8. Si la route 8 est ouverte, ça veut dire elle est ouverte. Dans ce cas-là, ça veut dire que les 2 ponts qui sont encore utilisés pour cette route, normalement, sont en toute sécurité, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Eh bien, merci à Magueroy pour ces 2 questions. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi le courrier de cette semaine, animé par Lisa Dufaux et François-Xavier Boulet.